Une bonne raison de se battre, par Quentin Clément. Partie 1. Chapitre 1. Un contrat juteux. Le Justice approchait de la station spatiale Erdug. Victor Sanders aimait son vaisseau. Il n'avait pas de grandes prétentions, des propulseurs de l'ancienne génération, une unique salle de séjour qui servait autant de chambre que de cuisine, quelques programmes buggés, un seul petit lance-torpille défectueux, mais c'était son chez lui, et il l'aimait. Il lui avait donné le nom de Justice. Quelle blague, venant d'un contrebandier, disait-on parfois. Il s'en défendait en rappelant qu'il ne l'avait pas nommé respect des lois ou obéissance, mais bien justice. C'était différent. Il avait voyagé 4 jours, une grosse cargaison de Vascas dans sa cale. C'était un alcool très fort et très prisé de la plupart des races de la République darnienne et de l'Empire soviétique. Où et comment ses employeurs l'avaient eu, il ne s'en souciait pas. Il devait juste l'apporter ici, à Erdug, dans un bar fréquenté par les Sillonneurs, un farouche groupe de pirates mené par Hector Daniels, une vieille connaissance des Sanders. Ce n'était pas la première fois que le Justice s'occupait de transporter une cargaison trouvée par les hommes de Daniels. Une communication entra et se mit à crépiter. « Vaisseau en approche, ici station spatiale Erdug. Veuillez décliner votre identité. » Victor Sanders, du Justice, demande autorisation d'atterrir. « Autorisation accordée, Justice. Hangar Zeta, piste 8. Bonne journée. » Victor souriait. Ce qu'il pouvait aimer, cette partie de la galaxie. Plus on approchait de la frontière entre la République et l'Empire, moins les lois étaient rigoureuses. Dans un spatioport darnien, il aurait dû donner tout l'inventaire de sa cargaison, dire combien de temps il allait rester, pourquoi il venait et si quelqu'un pouvait se porter garant de son bon comportement. Et en territoire soviétique, on aurait fait exploser une ogive juste devant son vaisseau, simplement pour lui faire peur. Mais ici, tant qu'il payait l'occupation de la piste d'atterrissage, personne ne l'emmerderait. Le Justice pénétra le crasseux hangar Zeta et se posa doucement sur la piste 8. C'était un petit vaisseau d'une vingtaine de mètres de long contre 2 fois moins de large, aux formes disgracieuses et impolies. L'appareillage extérieur n'était pas camouflé par une cuirasse lisse et nette comme le voulait la mode et ressortait en des dizaines de blocs gris de tailles différentes sur toute la surface. Une porte sur le côté droit s'ouvrit et une échelle en descendit pour permettre à Sanders d'aller à terre. Âgé de 28 ans, c'était un humain grand et robuste. Brun, ses cheveux mi-longs étaient gominés vers l'arrière, lui donnant parfois une allure d'homme d'affaires, dénotant avec son regard aux airs peu sérieux et sa barbe de 3 jours négligée. Il avait le teint pâle de ceux qui voyageaient souvent dans l'espace et n'étaient pas habitués aux rayons des soleils. Son visage carré et souriant était celui d'un séducteur aux manières sympathiques. Il avait tout du genre d'homme sûr de lui et de sa capacité à survivre et à se démerder dans les pires situations. Il avait d'ailleurs déjà connu le pire et s'en était sorti. Pour témoigner, cette méchante cicatrice qui traversait son front de gauche à droite qui lui offrait une apparence teigneuse très utile dans son métier illégal. Il portait les seuls vêtements qu'il possédait. Son pull en fibre d'acier léger était noir et fait d'une matière peu épaisse, mais pourtant assez lourde car capable d'arrêter certaines balles de petit calibre. Sa veste de cuir était brune, assez claire, mais parsemée de petites griffes et autres déchirures. Pourtant, elle lui tenait chaud et pour rien au monde il n'aurait voulu l'échanger. Il disait souvent qu'il avait traversé la galaxie avec elle sur le dos, un peu comme si elle avait été sa femme. Il portait également un large pantalon beige, plus foncé, totalement couvert de poches. Il aimait son côté pratique pour y ranger tous les outils dont il avait besoin en cas de problème mécanique du Justice. Ses poches étaient vides, sauf une, qui contenait un pistolet FN 2350, fabriqué sur Tra, calibre anti-soviétique avec réducteur de recul. Un vrai petit bijou, chargé. Le hangar Zeta était gigantesque et crasseux. Une vingtaine de vaisseaux, parfois plus grands que le Justice, étaient là, posés dans des flaques de graisse et d'huile. Des ouvriers aux vêtements tachés et au visage couvert de suie travaillaient à l'entretien des appareils dans un boucan de perceuses, de foreuses et d'autres machines à souder, alors que planaient des effluves de vieilles peintures et de vapeurs de différents produits probablement tous aussi nocifs les uns que les autres. Un homme vint à la rencontre du nouvel arrivant. « 500 la journée, lança Victor avant que l'employé ne lui dise le tarif. « Vous venez ici souvent » demanda l'autre. « 1 fois par an à peu près, répondit Sanders entendant le prix. « Quel genre d'année? De Tra ?» Nous sommes dans l'Empire soviétique ici, alors je parle d'année soviétique. Une année soviétique. Sur Tra, planète d'origine de la race humaine, cela correspondait à 417 jours. Lorsque la Terre, comme on l'appelait autrefois, fut conquise par l'Empire et rebaptisée Tra, elle dut officiellement adopter le même calcul du temps que les soviétiques. Question pratique. Imaginez si un habitant d'une autre planète vous disait « dans un an ». Pour un humain, cela correspondait à un tour de Tra autour du Soleil, mais pour l'autre,
Cela voulait dire un tour de sa planète autour de son étoile. Pour simplifier les choses, les Sovates imposèrent que l'on calcule donc le temps selon leur propre planète. Il me faudra aussi un lifter pour transporter ma cargaison. Où puis-je en louer un juste pour aujourd'hui? Ici même, la caution est de 500 et la location 100 la journée. Sanders grimaça mais paya l'employé. Sans mérite, dire qu'il n'en avait besoin que d'une heure. Le lifter approchait du bar Le Sillon. C'était un appareil à moteur fonctionnant aux énergies fossiles, pourvu d'une petite cabine de pilotage et d'une plateforme à magnétisme qui maintenait la cargaison totalement stable. Victor y avait placé le Vasquas et s'approchait maintenant de l'antre de Daniels. Les rues d'Erduk étaient animées et abondantes, de toutes sortes de races. Aussi loin des voies spatiales habituelles, l'Empire laissait cette station vivre sa vie et se débrouiller selon les lois des gangs et des cartels. C'était pour beaucoup un lieu où se cacher et vivre en dehors des législations officielles. Pirates, trafiquants d'armes, dealers, tous ces gens qui venaient vivre ici pour échapper à la justice et vivre de leur business. Mais il y avait aussi un certain nombre de terroristes, dont la seule et unique faute avait été de se dresser contre les injustices commises par l'Empire Sovat. Une petite flotte de guerriers gris aurait suffi à mettre Erdug en pièces et à arrêter tous les criminels qui s'y cachaient, mais quelque part, le fait que tout ce monde soit ici plutôt qu'à hanter les prisons déjà surpeuplées, cela arrangeait les Sovats. Et puis finalement, être ici, c'était déjà être en prison. Sanders s'était plusieurs fois fait la réflexion qu'un jour, peut-être lui aussi devrait-il s'arrêter définitivement sur Erdug, si un jour il était pris à faire de la contrebande. Il fit arrêter le lifter devant Le Sillon et en descendit, immédiatement assailli par une dizaine de personnes lui quémandant un peu d'argent. L'un des videurs du café, un grogleg qu'il avait reconnu, vint à lui et les mendiants s'éloignèrent immédiatement. « Daniels t'attend » souffla le videur. Ils étaient nombreux de cette race sur Erdug. Leur tempérament violent et impulsif en faisait souvent des parias qui usaient de leur force pour vivre. Ils étaient grands, celui-ci atteignait plus ou moins 2,30 m, et avaient la peau rougie. Leurs dents pointues pouvaient faire plus de 15 cm et l'absence de lèvres leur donnait toujours l'air de sourire sadiquement. Leurs yeux en amande renvoyaient toujours un regard inquiétant. Ils n'avaient pas la moindre pilosité. « Commence le déchargement » ordonna Sanders, feignant mal l'absence d'inquiétude face au colosse rouge. Le contrebandier entra dans le bar où planait une odeur de kinite fumée. Une saloperie, selon lui, qui devrait être interdite même à Erdug. Mais sachant que la station était contrôlée par un gros cartel de la drogue, il ne fallait pas s'attendre à la voir prohibée. Deux hommes se levèrent de leur table et vinrent se placer de chaque côté de Victor qui avança, suivi par eux, vers la table du fond où l'attendait Daniels, un homme aux vêtements chics fumant un épais cigare et au visage mauvais. « Sanders, bienvenue chez moi » accueillit le chef pirate en se levant. Les deux hommes se serrèrent la main, très faussement sympathiques l'un avec l'autre, et Daniels invita son collaborateur à s'asseoir. « Alors, tu as ma livraison » lança le pirate, tranchant immédiatement dans le vif du sujet. 900 litres de Vasquas de la meilleure qualité, répondit l'autre en prenant place. Bien. Malheureusement, les affaires sont plutôt mauvaises en ce moment, expliqua Daniels d'un air navré. L'Empire a saisi plusieurs de mes entrepôts, j'ai perdu pas mal d'argent. Je ne peux donc te payer que 1800 mérites, 2 par bouteille. Je suis certain que tu comprendras. Le pirate à gauche de Sanders laissa tomber une valise sur ses genoux. Victor ne réagit pas immédiatement, tentant de garder son calme. « Tu n'as pas besoin de rester ici et de me faire l'affront de compter ce qu'il y a dans la valise, si ?» reprit Daniels, menaçant. L'homme à droite posa une main sur l'épaule de Victor. « Nous avions convenu 5 mérites par bouteille, » répondit sérieusement le contrebandier. « Tu m'en dois 4500, pas 1800. »« Victor, nous travaillons ensemble depuis longtemps, je t'ai donné plus de travail que n'importe qui, je ne te dois rien. » Sanders se leva, un sourire narquois au visage, et plongea une main dans sa veste pour en ressortir une petite boîte noire. « Comme tu le dis, nous travaillons ensemble depuis longtemps. C'est pour ça que je n'ai aucune confiance en toi. J'ai donc placé 2-3 explosifs dans les caisses de Vasquas, dont voici le détonateur. Il paraît que l'alcool, ça se vend beaucoup moins bien une fois hors de la bouteille et répandu à terre. »« Tu n'oserais pas !» rugit Daniels en se levant de sa chaise. Sanders pressa un bouton et une petite lumière bleue se mit à clignoter sur le petit appareil. L'homme à sa gauche tenta de lui saisir le bras, mais Victor se dégagea de la prise et fit une clé à son adversaire avant de le coucher, face contre la table. Il colla ensuite le canon d'une arme qu'il venait de dégainer contre la tempe du pirate. Personne n'osait bouger, attendant un ordre de Daniels. « C'est un calibre spécialement conçu pour percer les carapaces des Sovates, menaça Sanders. Imagine ce que ça pourrait faire à ton petit crâne. » Il lâcha prise et recula, le détonateur dans la main gauche, le pistolet dans la main droite qu'il pointait sur chaque pirate à tour de rôle. Les autres dégainèrent et le mirent en joue.
Je n'aurai aucun mal à faire disparaître ton corps dans Erdug, hurla Daniels. Mais récupérer ta cargaison, ça, ce sera difficile. 4500 mérites, comme convenu, ou ton Vasca s'est perdu. Le chef réfléchit une seconde, puis lança un regard résigné à ses hommes qui baissèrent leurs armes. Il fit venir une nouvelle valise qu'il posa sur la table. Victor rengaina son arme et s'approcha lentement pour récupérer son dû, le détonateur toujours en main. Saisissant la valise, il se dirigea à reculons vers la sortie. « Je ne vais pas te faire l'affront de rester ici pour compter, railla-t-il. Par contre, je garde le détonateur. Si je me sens un tant soit peu en danger, boum !» Et il sortit avant de s'éloigner au plus vite du sillon. Dehors, le videur qui l'avait accueilli venait de finir de décharger la livraison. Victor put donc récupérer le lifter qui allait lui servir de moyen de locomotion durant son séjour. Fier de lui, il décida de se diriger vers la ruterie, le bordel où il avait l'habitude de dormir lors de ses passages à Erdug. Il n'allait pas quitter la station tout de suite. Avant de s'attaquer à lui, Daniels allait devoir trouver et désamorcer les explosifs, et le temps qu'il comprenne qu'il n'y en avait aucun, Sanders avait facilement jusqu'au lendemain. Souriant, il partit fêter sa victoire et les 4500 mérites gagnés. Le lifter s'arrêta à quelques rues de sa destination. Toujours sa valise en main, Sanders descendit et avança vers la ruterie. À l'autre bout de la rue, il aperçut un petit attroupement de personnes. Curieux, il s'approcha pour voir un grand dernier, la cape que portaient les prêcheurs astristes, lancée dans un discours écouté par tous. Une légère sensation de dégoût au ventre, Victor décida d'écouter. « Regardez-vous » hurlait le prêtre. « 2 bras, 2 jambes, une tête, tant de points communs, et pourtant je vois 6 races différentes, toutes venues de systèmes différents. Comment pourrions-nous avoir tant de choses en commun si nous ne descendons pas tous de la même entité ?» Fanatique religieux, Victor les méprisait plus que quiconque. Les derniers étaient la première espèce connue à avoir voyagé dans l'espace, à une époque où les humains en étaient encore à dessiner sur des murs de cavernes. C'étaient des reptiles à la peau d'écaille, certains naissaient verts, d'autres orange, noirs ou bruns. Celui-ci était violet, et il parlait la langue sovate avec l'accent sifflé de ceux de son espèce. Ils étaient souvent considérés comme des sages, qui avaient créé la plus grande alliance interplanétaire juste après l'Empire, la République darnienne. Meneurs de la plus grande démocratie de la galaxie, explorateurs ayant mis au point des technologies spatiales les plus poussées, cerveaux excellents dans tous les domaines scientifiques, recherche militaire y compris, pourtant, ils en étaient encore à croire que toutes les espèces intelligentes descendaient d'un seul et unique créateur. Les enseignements astristes expliquent que les planètes, les lunes, les soleils, tous les astres sont pourvus comme vous d'une âme. L'univers lui-même en possède une, l'entité suprême. Afin de créer la vie, il engendra des fils, les soleils, et des filles, les planètes. Et ces planètes eurent elles aussi des enfants, nous-mêmes. Voilà pourquoi les races intelligentes se ressemblent tant. Nous descendons tous de la même lignée. Victor cracha au sol. La plupart des derniers mesuraient moins d'1,60 m. Comment des êtres aussi petits pouvaient-ils faire autant de bruit? Quel tissu de conneries! Il avait déjà été sur Darn, dans son enfance. Il savait pourquoi les lézards pensaient être les descendants de leur propre planète. Il grandissait dans d'immenses russes, où les reines pondaient des œufs d'où ils jaillissaient. De ce qu'il en savait, des insectes fonctionnaient plus ou moins de la même manière sur Tra. Mais il n'existait pas de mâles parmi les derniers, juste des femelles et des asexués. Les femmes se baignaient dans un immense fleuve parcourant l'entièreté de la planète, le fleuve Vie. Dans cette eau grouillaient des micro-organismes qui fécondaient les reines, qui pouvaient ensuite mettre au monde une centaine d'œufs. Voilà pourquoi ils pensaient être les enfants de leur planète, parce que c'était l'eau qui leur donnait la vie. Mais chez les humains, il en allait très différemment, et c'était pire encore chez les sauvates. Mais allez faire comprendre ça à un astriste. Il y a bien longtemps, mon peuple parlait à notre mère, car parmi leurs enfants, les astres choisissent quelques élus avec qui communiquer. Mais ces chanceux ont besoin d'aide. Autrefois s'érigeaient nos grands temples, où nous pouvions parler avec notre déesse. Mais aujourd'hui, ces maisons ont disparu, et leur magie s'est dissipée. Vous êtes égarés, mais les déesses planètes veulent vous aider. Suivez-moi sur Darn, et nous vous apprendrons à ouvrir votre cœur et votre esprit aux entités de l'univers. Là, c'en était trop. Saloperie de secte qui allait trouver de nouveaux adeptes, leur promettre une vie de rêve en communion avec cette soi-disant nature et les dépouiller des minces biens qu'ils avaient. Victor passa son chemin et entra dans la ruterie. Une femme en petite tenue l'aborda dès son arrivée. Il préférait l'ambiance de cet établissement à la puanteur du sillon. Musique forte, alcool, cris, femmes de toutes les races nues se déhanchant pour appâter le client. Pas de doute, Sanders avait trouvé le bon endroit pour commencer à dépenser sa paye. La prostituée qui venait lui parler était humaine. Il préférait ça d'ailleurs. Il n'était absolument pas attiré par les autres races.
Blonde, forte poitrine, 20 ans et la coquetterie d'une sale gamine de son âge. Ses vêtements étaient courts et transparents. Après un voyage de 4 jours seul dans l'espace, il n'allait certainement pas dire non. « On monte tout de suite ou on prend un verre ?» demanda-t-elle. « D'abord un verre » sourit Victor. Ensemble, ils approchèrent du bar quand le contrebandier aperçut une silhouette sauvate qui ne lui était pas inconnue. Il attrapa la prostituée par le bras et lui glissa quelques mérites avec un mot à l'oreille. « Je préfère prendre ce verre avec un ami, mais reste disponible pour après, d'accord ?» La jeune fille prit l'argent et lui sourit. « Me fais pas trop attendre. »« Il n'y a aucune chance, » conclut-il en lui tapant malicieusement l'arrière-train. Il s'approcha ensuite de la table où il avait vu son ami. Les Sauvates étaient un peuple guerrier et conquérant. Leur empire s'étalait sur une dizaine de systèmes et la plupart des races les craignaient. Plusieurs personnes les suspectaient d'envisager de bientôt s'en prendre à leurs rivaux d'Arnien et à leur république, mais c'était une rumeur qui courait depuis près de 200 ans. Il y a 350 ans, les humains tâtonnaient à peine les voyages spatiaux. À peine venaient-ils d'envoyer une équipe scientifique sur la planète la plus proche de Tra. C'est là qu'ils attirèrent l'attention des Sauvates qui vinrent conquérir leur terre. Très vite soumis par la puissance de ces indomptables guerriers à la force de frappe bien plus avancée, les humains furent intégrés à l'Empire. De là, ils durent donner la plupart des ressources de Tra, mais eurent accès à des technologies qui leur permirent de se lancer dans de véritables voyages spatiaux. Et le fantasme tant redouté de l'invasion alien fut au final le déclencheur des plus grandes avancées scientifiques de l'espèce humaine. Les Sauvates étaient des êtres archaïques et fiers. La plupart de leurs conflits se réglaient dans la violence en suivant toujours les plus anciennes traditions de leur peuple. Ne faisant pas mentir les théories astristes, ils ressemblaient fort aux humains, à ceci près qu'ils étaient plus grands, entre 2 mètres et 2 mètres 50, et que leur peau était recouverte d'une carapace grise et grumeleuse, ressemblant presque à de la pierre, et très dure à percer, leur offrant un avantage considérable en combat rapproché car nécessitant de puissants calibres pour être percés. Leur tête au haut front possédait 2 paires d'yeux qui clignaient en alternance, mais leur bouche et leur nez semblaient tellement cousins des hommes qu'on en venait à reconsidérer les croyances astristes. Ils n'avaient pas de cheveux, mais une sorte de crête faite d'une ligne d'épines d'une quinzaine de centimètres qui partait du haut de leur cou jusqu'à leur front. « Kadar !» s'écria Sanders pour surprendre sa vieille connaissance. « Quelle bonne surprise! Que fais-tu ici? Je pensais que les Sauvates n'avaient pas de vie sexuelle. »« La musique me plaît, » répondit l'autre sur l'horrible ton monocorde de ceux de son espèce. Les Sauvates parlaient toujours sans variation, d'un ton neutre et calme, sans que leur visage ne fasse passer la moindre expression. Lors des premiers contacts entre humains et Sauvates, cette absence de langage corporel fit naître l'idée que les Sauvates n'avaient pas de sentiments, renforçant la terreur que les habitants de Tra avaient pour leurs ennemis. En vérité, les Sauvates étaient juste différents. Ils connaissaient l'amitié, la peur, la tristesse, la colère, l'humour, autant que les humains. Ils n'avaient juste pas la même manière de l'exprimer. Leur visage restait dénué de mimique et leur ton restait toujours neutre. Mais les Sauvates possédaient cette fameuse crête de cartilage qui se mouvait selon leurs humeurs. Comprendre ces mouvements, c'était comprendre le ton d'un Sauvate. C'était très difficile pour un humain de cerner toutes les subtilités du langage corporel Sauvate. Il fallait avoir grandi avec eux pour pouvoir s'habituer à ces mouvements complexes. Le grumeleux fit signe à Victor de s'asseoir et commanda un verre supplémentaire tandis que son ami prenait place. « Il paraît que tu as menacé Daniels, » reprit Kadar. « Ce n'est pas une bonne idée de s'attaquer à plus fort que soi. »« Il voulait me payer moins que convenu, » expliqua Victor. « Alors peu importe qu'il soit plus fort, ce n'était pas juste. » Kadar répondit avec la froideur et le pragmatisme de son peuple. « Les forts l'emportent sur les faibles, peu importe que ce soit juste ou non, c'est ainsi que ça fonctionne. »« Oui, les Sauvates, la loi du plus fort, » soupira l'humain. « Le respect du plus fort, » corrigea l'autre. « Si un rival te veut du mal, combat-le et tue-le, ou meurs en Sauvate. Mais si tu sais qu'il est plus fort, soumets-toi. » Sur ta planète, pour régler ce conflit, on aurait fait quoi demanda l'humain de façon purement rhétorique. On aurait organisé un duel à l'arme tranchante selon la tradition, et Daniels t'aurait tué. Il aurait prouvé qu'il était le plus fort et aurait gagné le droit de ne pas te payer. Victor sentit un brin d'énervement monter en lui. Il but son verre d'un trait. C'est stupide, les forts ne devraient pas écraser les faibles, ils devraient les défendre. La crête de Kadar vacilla légèrement de gauche à droite. C'était l'équivalent d'un petit ricanement. C'est avec ce genre de raisonnement que vous avez perdu la guerre. Les lois de l'univers veulent que les forts battent les faibles, ainsi il en a toujours été. Le débat était lancé et Sanders ne voulait pas donner raison aux Sauvates. Dans une fourmilière, les fourmis soldats se battent pour protéger les travailleuses, elles ne les asservissent pas. Tu as raison, acquiesça Kadar. Néanmoins, il est très facile de mettre le feu à une fourmilière. Sa crête vacilla à nouveau, il se moquait de lui. Victor lui sourit et leva son verre. Je n'aurai jamais raison avec toi. Jamais, répondit le Sauvate en cognant son breuvage à celui de l'humain, une tradition de Tra qu'il trouvait sympathique.
Alors buvons, au lieu de dire des conneries. Est-ce que je flotte? Oui, je crois que c'est le mot. D'ici, je peux voir Erdug, toute la station. Un visage familier. Ma tête. J'ai mal. C'est flou, je ne distingue pas bien la différence. Erdug aussi, elle flotte. Ah, je sais que je te connais. Je t'ai déjà entendu. Ferme ta gueule. Ma tête, j'ai trop mal. Putain, j'ai la gerbe. Ça va pas, vraiment pas. Faut que je me réveille. Faut que je sorte, j'étouffe. Arrête de me dire de le faire. Je sais même pas de quoi tu parles. Je sais même pas ce que tu veux que je fasse. Je sais même pas si j'existe. J'ai si mal. Il m'en faut une dose. Vite, il m'en faut une. Allez, debout! Un coussin va frapper le visage de Victor, le sortant de son sommeil agité. Un mal de tête épouvantable lui martelait le crâne. Il ressentait une douleur indescriptible, comme si son cerveau frappait de toutes ses forces la paroi osseuse pour tenter de s'échapper. « Ma veste! Ma veste !» ordonna Saunders, sa vue troublée, sans savoir exactement à qui il s'adressait. La jeune fille lui lança le cuir et le pauvre homme fut surpris par une nausée. Hâtivement, il chercha une boîte dans ses poches. Il la trouva finalement et en sortit 2 cachets qu'il plongea dans sa bouche et avala d'un trait. Il porta ensuite ses 2 mains à son front, comme si ce geste atténuait sa douleur. Ces puissants médicaments firent vite effet et son mal de tête diminua, lui permettant de reprendre conscience. Il était nu, dans un lit, une horloge indiquant 10h moins 5. « Tu dois être parti à 10h, c'était l'accord. Si tu veux rester, paye un supplément. » Saunders sourit à la blonde. C'était celle qu'il avait abordée quand il était rentré à la ruterie. Je t'ai payé cher ?» demanda-t-il. « Assez, oui, » nargua-t-elle. « Et j'ai dormi cette nuit ?»« Très peu. » L'homme se redressa et enfila son pantalon. « Alors j'imagine que ça valait le coup, » plaisanta-t-il. La jeune fille lui sourit à son tour avant de désigner les pilules qu'il avait prises. « Où tu trouves ça ? Il y a 2 minutes tu étais prêt à vomir et tu avais l'air de crever de mal à la tête, et maintenant c'est comme si de rien n'était. Un bon médoc contre la gueule de bois, ça me serait utile. » « C'est pas la gueule de bois, » expliqua Saunders. « J'ai des maux de tête en permanence, je dois toujours avoir ces trucs sur moi. J'ai dû oublier d'en avaler hier avant de m'endormir, donc les effets se sont dissipés pendant la nuit. »« Quelle merde, dit-elle d'un ton sincèrement compatissant. D'où ça devient, ces maux de tête ?» Victor lui désigna la large cicatrice qu'il avait sur le front. Elle allait lui demander comment il s'était fait ça quand une sonnerie retentit depuis la veste de Victor. Une communication entrait. Il sortit son communicateur et répondit en quittant la pièce pour entrer dans une petite salle de bain jouxtant la chambre. Victor Saunders. « Ma couille gauche, c'est Philippe Brun !» Le contrebandier sourit à l'écoute de ce vieux nom. Lui et Philippe avaient travaillé des dizaines de fois ensemble et s'étaient saoulés des centaines. C'était lui qui l'avait intégré à tout ce milieu, à l'époque où Victor Saunders n'était personne d'autre qu'un employé au transfert de prisonniers. Brun avait passé des années à mettre de l'argent de côté et avait finalement arrêté le travail illégal pour lancer son entreprise de fabrique de chaussures. Aujourd'hui, il était millionnaire et honnête. Enfin, honnête en apparence. « Salut Philippe, ça fait longtemps, moi qui pensais que tu t'étais retiré de la contrebande. »« Eh, je le suis, » répondit l'autre. « C'est pour ça que je te contacte. L'un de mes anciens clients a besoin de transport, j'ai pensé que tu voudrais le rencontrer, il paye très bien. » Je suis assez pressé de quitter Erdug, répondit Victor, qui n'oubliait pas que bientôt Daniels allait comprendre la supercherie de la veille et lui envoyer le gros glaive rouge. En plus, je viens de toucher un petit pactole, j'ai pas besoin de travailler pour le moment. Même si ça te rapporte 50 000 ? Saunders crut avoir mal entendu, mais non. Brun lui promettait bien cette somme colossale. Ce chiffre piqua sa curiosité au vif. Cependant, il restait prudent. Le Justice n'est pas équipé pour un transport de cette importance. C'est un petit vaisseau qui prend de petites cargaisons. Et justement, répondit Philippe, enjoué. Mon ancien client, c'est un politicien véreux de Tra. Tout ce qu'il a à faire passer, c'est des accords commerciaux illégaux dans l'Empire. Pas besoin d'énormément de place. Et comme il aime passer le plus inaperçu possible, il préfère que ses affaires soient transportées dans de petits vaisseaux que personne remarque. Et je connais pas de vaisseau actuellement sur Erdug plus pourri que le Justice. « Eh, je t'emmerde, répondit Saunders d'un ton mi-rieur, mi-vexé. Et moi, je te rapporte 50 000 mérites. T'as cru que je disais « je t'emmerde » rattrapa Victor sans la moindre crédibilité. T'as mal entendu, je disais « je t'adore, ma couille droite ». Brun rit de la plaisanterie. Je crois savoir que le Justice est à Mario Garzetta. Rendez-vous piste 8 dans 15 minutes, je ferai les présentations. A tout de suite alors. Victor sortit de la salle de bain et se rhabilla en vitesse.
Victor venait de rapporter le lifter à la société de location et approchait maintenant de son vaisseau. 3 hommes l'y attendaient. Il reconnut immédiatement Philippe, même s'il avait pris quelques rides. Il connaissait l'un des 2 autres, c'était Jules Verman. Sanders avait vu plusieurs fois son visage dans les journaux, un homme d'une grande influence qui avait réussi à obtenir de nombreuses faveurs des Sovates et de l'empereur lui-même. Et ce lécheur de cul d'envahisseur traînait dans des affaires illégales? Pourquoi n'était-ce pas étonnant? Verman était un homme plutôt grand, la cinquantaine, grisonnant. Il avait le regard hautain des politicards et des vêtements blancs et ouvragés, qui valaient plus que ce qu'un homme, même débrouillard, pouvait gagner en une année de travail sur Erdug. L'autre était de teint hâlé, certainement originaire de Tra, d'une région méditerranéenne. Il portait l'uniforme de cuir noir de garde du corps et semblait à l'affût des moindres détails, prêt à dégainer son pistolet mitrailleur. Il était à peine plus petit que Victor, les cheveux coupés très courts et les joues parfaitement rasées. « Monsieur Verman, voici Victor Sanders », présenta Philippe. Les 2 hommes se serrèrent la main chaleureusement, après quoi Verman l'essuya sur son vêtement. Victor grinça des dents. « Monsieur Brun dit que je peux avoir confiance en vous », lança immédiatement le politicard sans formule de politesse. « J'espère que vous comprenez bien que ces documents doivent parvenir à mes associés dans la plus grande discrétion. »« Je suis contrebandier », répondit Victor. « La discrétion, c'est mon métier. »« Bien, » répondit Verman en souriant. « Je ne compte pas rester ici plus longtemps. Je vous présente Adam Marcus. » Le garde du corps fit un pas en avant et avança sa main vers Victor pour qu'il la serre, ce qu'il fit. « Votre mission sera de le conduire à Nahama. De là, il prendra contact avec mes associés et se chargera de vous conduire à eux. »« Nahama? En pleine République ?» objecta Sanders. « Pourquoi vous voulez me faire passer la frontière et les patrouilles impériales ?»« Parce que mes associés sont d'Arniens, même si cela ne vous regarde pas, » le reprit Verman de volée. Victor serra les poings. Juste après les fanatiques astristes, les politicards hautains étaient les personnes qu'il haïssait le plus au monde. « Je sais de quoi ça a l'air, » intervint Philippe qui voyait que Sanders était prêt à dire une connerie. « Mais j'ai fait ce voyage des dizaines de fois. J'ai passé ces frontières des dizaines de fois avec des documents de Verman. Et je suis en tôle aujourd'hui ?»« Non, » soupira Victor en se calmant. 50 000 mérites, crois-moi, ça vaut la peine, surtout pour un voyage sans encombre. Sanders sourit. Il n'aimait pas l'idée de passer la frontière, mais il allait tout de même le faire. Il serra la main de Jules Verman et se dirigea vers son vaisseau, accompagné du garde du corps Adam Marcus. Fin de la partie 1. Les musiques employées dans cet épisode sont TV Drama par Jason Shaw, Namasté par Jason Shaw, New Dawn par Ben Sound, Horror Music par Jason Shaw, Tension par Matti Palanen, Deflector par Ghost Rifter et Zombie Rock par Jason Shaw.